Bienvenue. Vous écoutez un podcast réalisé par l'association Pachagaya. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le raid de l'étang de Berre. Et qui de mieux que notre invité Jean-Philippe Garcia, le président de cette association sportive événementielle, pour en parler. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Très bien, c'est parti. Alors, du coup, bonjour Jean-Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ce que je vous propose d'abord, c'est de vous présenter, voilà, nous présenter votre parcours, qui vous êtes, et puis l'association. Alors, moi, je m'appelle Jean-Philippe Garcia, j'ai 57 ans. Je suis père de 3 enfants, de 3 petits-enfants. J'ai été pendant plusieurs années collaborateur de plusieurs maires du pourtour de l'étang et ancien sportif de haut niveau. J'ai été marathonien pendant plus de 10 ans. Et depuis le 29 août 2019, j'ai créé l'association le Raid de l'étang de Berre, qui est une association citoyenne au service de la société civile, qui a comme objectif la réhabilitation de l'étang sous 2 axes. D'abord, les questions environnementales, parce que l'étang de Berre est pollué par des rejets d'eau douce de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, mais pas que. On surfe aussi sur les questions de santé publique, parce que l'étang de Berre a été choisi dans les années 30 par l'État pour installer des sites pétrochimiques tout autour. Donc, il y a des usines tout autour. Et du coup, ici, on meurt plus du cancer que du Covid. Donc, voilà, donc les questions de santé publique sont hyper importantes. Et je reprendrai les mots du directeur de l'hôpital de Martigues, qui nous disait qu'il a du mal à recruter des soignants parce qu'ils ne veulent pas venir s'installer autour de l'étang parce que c'est un territoire qui est pollué. Voilà, en gros, mon parcours et les objectifs de l'association. Très bien. Donc, du coup, là, c'est vrai qu'on est face à un préjudice, finalement, qui dure depuis de nombreuses années, en fait, qui touche à la fois la biodiversité, mais également la santé publique, n'est-ce pas? Alors, c'est tout à fait ça. Alors, ça dure depuis longtemps, ça dure juste depuis plus de 30 ans. Voilà, 30 ans que nos hommes politiques nous promettent la réouverture du canal du Rhône qui permettrait une corontologie et de rendre l'étang plus salé. Parce que on n'en a pas parlé, mais l'étang de Berre, c'est le deuxième plus grand étang salé d'Europe. La centrale hydroélectrique de Saint-Chamas déverse tous les ans 1,2 mètres cubes d'eau douce dans l'étang, donc qui modifie considérablement l'écosystème. Et donc, l'équation est simple, hein, vous jetez de l'eau douce dans un étang salé, ben, vous tuez la faune et la flore. Voilà. Oui, absolument. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être un petit historique, de l'étang de Berre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce préjudice écologique, comment il évolue, en fait? Alors, comment il évolue? Ben, c'est tout simple, hein. L'État, en 1930, dans les années 30 en tout cas, a installé 4 sites pétrochimiques autour de l'étang. Donc, du coup, ben, depuis 30 ans, bon, c'est vrai que ça a créé une économie. Par exemple, la ville où j'habite, vous inscrivez votre enfant au centre aéré, vous payez 20 euros par mois. Donc, il y a d'importantes taxes professionnelles qui sont reversées aux collectivités, mais pour autant, on vit dans un territoire qui est pollué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'étang de Berre était alimenté en eau douce, en eau salée, par le canal du Rove, qui relie l'étang de Berre à Marseille. Et ce canal s'est écroulé, donc il a été fermé à la courontologie et à la navigation. Et depuis les années 60, personne ne veut investir 1 euro sur ce projet parce qu'on considère que ce projet est très onéreux. Mais si d'aventure on avait commencé à projeter et à quantifier le coût de ce projet, aujourd'hui, le coût serait moindre. Mais aussi, il y a des maires qui sont. Le maire de Gignac, par exemple, je vais le citer, hein, le maire de Gignac, où le canal du Rove s'est écroulé, au-dessus de l'endroit où s'est écroulé le canal, lui, il a construit un groupe scolaire
et un lotissement. Donc aujourd'hui, ben, allez lui demander de réouvrir le canal du Rhône, il est complètement opposé parce qu'il ne veut pas qu'on travaille au fond du canal, qu'on touche les parois, que ça s'écoule et au-dessus, il y a des habitations. Voilà, donc aujourd'hui, il y a des points de convergence qui font que ça rend le projet encore plus difficile. Pour autant, pour autant, ce qui nous paraît invraisemblable, c'est que il y a un monsieur, un pêcheur de berre, qui a fait condamner la France pour négligence, tout seul, tout seul. Il a fait un procès à la France en lui demandant d'intervenir auprès de la société EDF pour lui demander, parce que l'État est le principal actionnaire d'EDF. Donc, il a demandé à l'État d'interpeller EDF pour qu'ils arrêtent de déverser autant d'eau douce dans l'étang. Donc, il a réussi à faire condamner, la France. Vous imaginez? Donc, autour de l'étang, aujourd'hui, il y a 3 députés, il y a 10 maires, il y a de très nombreuses associations. On pourrait imaginer, moi je ne demande pas de faire un recours juridique, hein, de saisir l'État et qu'ensemble, on intervienne auprès d'EDF pour qu'ils arrêtent de rejeter de l'eau douce dans l'étang. Et qu'on imagine une éventuelle déviation de l'eau, plutôt que de la jeter dans l'étang, faire une déviation vers les zones agricoles qui ne sont pas très loin. Voilà, donc des projets, il y en a plein. Il y en a plein. Je pense que c'est une question de volonté politique, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça coince. C'est parce que ça fait 30 ans que les présidents de la République se succèdent, que les ministres se succèdent, et qu'ici, on se sent un peu dépourvu parce que tout le monde s'engage, tout le monde est d'accord, mais à la fin des fins, personne ne fait quoi. Ici, on a une devise, on appelle ça l'Arlésienne. Voilà, on en parle tout le temps, mais on ne la voit jamais. Je reviens un petit peu sur les acteurs, en tout cas les personnes, les responsables et les personnes qui sont engagées autour de ce préjudice. Vous nous avez parlé d'EDF, vous nous avez également parlé d'usines pétrochimiques qui sont également responsables des pollutions ou des contaminations qui peuvent exister autour de l'étang de Berre. Est-ce qu'il y a en tout cas des choses qui sont faites à leur encontre ou alors des négociations qui sont engagées avec ces acteurs? De notre part, non, mais en tout cas, les maires sont très engagés parce que vous imaginez, là, vous touchez la corde sensible. Hein. Moi, je vois, pas loin de chez moi, il y a un site pétrochimique. Allez dire au maire qu'on on va aller dans la rue, on va manifester pour fermer ce site pétrochimique. Ça veut dire on ferme aussi la ville, quoi, parce que la ville de Berre, pour citer celle-là, c'est une des villes les plus riches de France. Et le maire actuel fait plein de choses pour les populations. Par exemple, je vais citer un exemple. Il a mis en place le revenu municipal de l'étudiant, c'est-à-dire que les jeunes qui ont passé le bac, ils ne peuvent plus dire je ne poursuis plus mes études parce que j'ai pas de thunes. La mairie verse de l'argent aux familles. Mais pour autant, moi qui ai interpellé le maire en lui disant oui, c'est bien, on prend de l'argent, mais pour autant, on ne va pas se laisser polluer par ces usines. Oui, il y a des mesures qui sont prises. Alors, sur les sites pétrochimiques, il faut commencer à réfléchir comment on va pallier au manque de cette industrie, parce que si du jour au lendemain, on ferme tout ça, ça veut dire qu'on n'a plus de moyens pour vivre, quoi. Les collectivités n'auront plus de moyens pour vivre. Donc, peut-être se pencher aujourd'hui et de réfléchir à une alternative. Pourquoi pas travailler sur les questions de loisirs, des questions touristiques. Mais bon, j'appelle un chat, quoi. Aller demander à une grosse société qui fait du tourisme de venir s'installer autour de l'étang. Ils ne viendront pas, quoi. C'est pas possible. Vous allez à la plage, vous voyez les cheminées. Donc, du coup, il faut imaginer l'avenir. Alors, après, sur l'autre volet, par rapport à la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, il y a un groupement qui s'appelle le JPREB, c'est le groupement d'intérêt public de la réhabilitation de l'étang de Berre, qui touche les 10 maires du pourtour de l'étang. Là, c'est que les élus. Donc là, il y a une négociation qui est engagée avec le JPREB, avec l'EDF, pour arrêter les déversements d'eau douce. Ils voudraient passer d'1,2 milliard à réduire de 25%.
Et moi, si vous voulez que j'utilise une métaphore, c'est comme si je vous étrangle avec mes deux mains et que d'un coup, je décide de vous étrangler qu'avec une main. Du coup, à la fin des faits, je vais vous tuer, quoi. Et là, c'est pareil, de réduire de 25%, voilà, on serait tenté de dire c'est mieux que rien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'État va continuer à mourir. Si on n'a pas l'engagement écrit de la part d'EDF que dans les 5 ans, ils réduisent d'au moins 50%, parce que pour que l'État puisse se régénérer, il faudrait qu'ils réduisent les rejets d'eau douce d'au moins 50%. Donc voilà, aujourd'hui où on en est, par rapport au site pétrochimique, c'est un peu compliqué parce que c'est eux qui nous font vivre. Donc il y a des négociations, oui, il y a un travail qui est fait par les maires. Et par rapport à EDF, la dernière mesure qui a été proposée par le président du GIPREB, que je soutiens, parce que je le sens très motivé, très engagé. Mais je lui ai dit là récemment, je lui ai dit, tu sais Didier, ça ne suffit pas, quoi. Voilà. Si on accepte qu'ils réduisent de 25%, ça veut dire qu'on leur donne quitus pour tuer des temps de berre à petit feu. Du coup, les générations qui arrivent là, elles vont connaître un étang qui est en train de mourir. Alors justement, si on peut parler un petit peu plus de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la faune, de la flore, enfin de la biodiversité, avec toutes ces conséquences en fait sur l'environnement, quel est l'état de l'étang en fait actuellement? Alors, l'état de l'étang, il y a plein de versions. Là, récemment, j'ai eu une réunion avec les différents maires, les associations. Il y avait le préfet qui me dit que la situation s'améliore. Oui, sauf que le préfet ne prend pas le bain dans les temps de berre. Après, c'est ça la vraie question. C'est qu'eux, ils ont l'habitude d'avoir des techniciens qui sortent de Sciences Po, qui parlent de chiffres. Mais nous, des chiffres, on en a plein. Ce n'est pas les mêmes. La qualité de l'eau. Alors, moi, je reprendrai les déclarations des différents maires qui ont mis en place de gros travaux d'aménagement du littoral. C'est bien, mais l'aménagement du littoral, ça ne règle pas la qualité de l'eau. Ça ne règle pas la qualité de l'eau. Et de dire que la situation s'améliore, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, elle s'améliore comment? Oui, on a mis en place plein de choses, hein. Emmanuel Macron a mis en place une mission d'information parlementaire qui est composée des 3 députés du pourtour de l'étang. C'est bien. Ils ont consulté les associations, dont la nôtre. Pour autant, ces réunions, ça ne règle pas le problème, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir arrêter de faire des réunions, il va falloir arrêter de faire des études, il va falloir arrêter de faire des rapports, il va falloir arrêter de faire plein de choses et se consacrer à créer de l'activité pour permettre à l'étang de mer de se régénérer. C'est ça la vraie question. Là, le GIPREB, ils organisent des ateliers tous les jeudis. C'est bien, c'est bien. Moi, je me suis connecté une fois dans un des ateliers. Il n'y a que des têtes grises. Bon, moi, j'ai rien contre les têtes grises, mais les têtes grises, ça fait 30 ans qu'elles sont là. Comment vous pouvez participer encore à des réunions au bout de 30 ans, quoi? Je veux dire, si vous n'avez pas compris qu'on vous balade, il faut faire autre chose. Donc, du coup, je pense qu'on est un peu caution aussi de tout ça. Si on ne dit rien, on cautionne. Oui, il y a plein de projets mis en place. Là, on a le député du Salon de Provence, qui est le président de la mission d'information parlementaire, qui est très engagé dans la réhabilitation de l'étang. Mais bon, ça reste encore dans le cadre d'un rapport qu'il a remis à la ministre. Mais la ministre, je ne suis pas sûr qu'elle soit venue une fois autour de l'étang. Et que, par exemple, moi, je l'inviterai cet été, quoi. On lui réserve une chambre d'hôtel, elle vient, elle passe un week-end avec nous et elle va se baigner dans les temps de mer. Et puis, avec ses enfants, hein, si possible, avec ses enfants, quoi. Et donc, du coup, je pense qu'elle prendrait 2 jours de vacances avec ses enfants et peut-être que ça éviterait de faire des rapports, voilà, des rapports pour rien, quoi. Donc concrètement, en fait, en termes d'action, de réhabilitation, de décontamination, de dépollution, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place, sauf si on parle vraiment des associations ou des personnes qui sont engagées. Vis-à-vis de l'État, il n'y a pas d'actions qui sont mises en place actuellement. Alors pour l'instant, non, hein, on est encore dans ce fameux projet de réflexion. Là, il y a eu les élections régionales. Il y a le président de la région qui a dit qu'il s'était engagé pour devenir maître d'ouvrage, pour réouvrir le canal du Rhône. Moi, avec mes potes, on se pose la question, quoi. Est-ce qu'on va continuer
d'instrumentaliser le canal du Rhône et de faire croire aux gens qu'un jour, le canal du Rhône, il va réouvrir. Excusez-moi, hein, c'est une grosse connerie, quoi. Il réouvrira jamais. Il réouvrira jamais ce canal. Donc, moi, je pense qu'il faut imaginer autre chose de plus concret, quoi, parce que des solutions, il y en a plein. Hein. Alors, c'est sûr que ça coûte de la thune, mais est-ce que la santé publique, ça ne mérite pas un investissement plus important de la part des autorités? Parce que c'est bien, quoi, mais moi, j'aimerais bien que, là, on vient de découvrir par rapport à la crise sanitaire que Jean-Michel Blanquer, il était parti à Ibiza, vacances. Mais moi, j'aimerais savoir où Madame Pompili, elle va en vacances, quoi. Je ne pense pas qu'elle vienne autour de l'étang de Berre se baigner. Voilà, là, on plaisante. Les gens qui vivent autour de l'étang, ils rigolent pas, quoi. Alors, nous, on est une association citoyenne, on ne veut pas rentrer dans ce débat politique. Parce qu'on ne veut pas être enfermé dans ce débat politique. Nous, on crée des événements, on essaye de valoriser l'image de l'étang. On essaye d'imaginer un étang autrement. Je vais vous raconter juste une anecdote. Là. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, une étape, Martigues, le Mont Ventoux, pour promouvoir les questions de santé publique. C'était la lutte contre le cancer du sein. J'ai été invité par le patron du Tour de la Provence à faire le tour de la Provence du 10 au 13. On a rencontré les maires du pourtour de l'étang, le président du GIPREM. On a mis à leur disposition un camion publicitaire. On a fait faire une bâche de 4 mètres sur 4 en disant voilà, on va vanter les mérites de notre bel étang dans toute la région. Donc, on a fait une affiche avec un slogan réinventons l'étang de Berre. Voilà, c'est bien tout ça. On parle de l'étang, mais à un moment donné, même moi, on s'essouffle, quoi. Parce qu'on connaît les limites. Là, le dernier événement que j'ai créé, c'est j'ai marché pendant 24 heures autour de l'étang. Et c'est quoi le prochain défi? C'est de monter sur la Lune. Non, voilà, on en rigole. Alors après, l'originalité aussi de notre association, c'est que nous, on n'a pas d'argent public. On n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas parce qu'on n'a pas envie de recevoir des petits coups de téléphone affectueux. Chérie, arrêtez, ne faites pas ça. Voilà, donc du coup, on ne demande pas d'argent, mais on rencontre un peu plus de difficultés. Donc, mais on reste quand même maître de notre projet, quoi. On dit ce qu'on a envie de dire et on fait ce qu'on a envie de faire. Alors justement sur cette question, Jean-Philippe, de santé publique, les habitants finalement qui habitent sur ce territoire, vous nous avez parlé des taux de cancer, des maladies en fait qui ne devraient pas finalement y avoir dans ce secteur. Quelle est la situation en fait actuellement en termes de santé publique? Alors les chiffres, personne ne veut en donner parce que personne ne veut se mouiller. Mais moi, je reprendrai encore une fois les termes du directeur de l'hôpital de Martigues, hein, qui me disait il n'y a pas très longtemps, j'ai du mal à recruter des médecins parce qu'ils ne veulent pas venir s'installer autour de l'étang parce que c'est un territoire qui est pollué. Après, on a des estimations. Il y a des taux de cancer qui sont 2 fois plus élevés ici qu'ailleurs. D'ailleurs, moi, j'ai écrit à la ministre en lui disant que c'est bien, hein, tous les dispositifs qu'ils avaient pris pour la crise sanitaire, mais qu'ici, on meurt plus du cancer que du Covid. Hein. Donc, ça, c'est une réalité. Hein. Peut-être qu'il faut qu'ils réfléchissent à autre chose. Après, il y a une question qui est basique. Même moi, je ne pourrais pas y répondre. On sait que c'est un territoire qui est pollué et pourtant, on vit là. Donc, ça voudrait dire quoi? Qu'on devrait tous partir, quitter notre village et abandonner. Non, on essaye de rester, de se battre de l'intérieur pour que les choses elles changent, quoi. Mais les conséquences de la réhabilitation de l'étang de Berre, elles vont jusqu'à des conséquences économiques. Un citoyen qui veut déménager d'ici et aller habiter dans une autre région, sa maison va être dévaluée, quoi. Elle va être dévaluée. Qui c'est qui va vouloir acheter une maison qui est en bordure d'un site pétrochimique? Moi, je ne connais pas. Et puis, quand vous achetez une maison, vous vous renseignez quoi, sur l'environnement. L'étang de Berre, c'est quoi? Pour l'étang de Berre, on va vous expliquer, c'est un point d'eau. Est-ce qu'on peut se baigner? Voilà, donc après, c'est des questions qui sont récurrentes, hein, qui nous reviennent. Et donc, ça peut avoir des conséquences
pas que sur la santé publique, hein, mais les questions environnementales. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Il y a une déchetterie à Saint-Chamond qui a pris feu. Là, les gens sont scandalisés, quoi. Parce qu'il y a été comme ça, qui viennent s'installer dans des petits villages. Saint-Chamond, c'est un très beau village provençal. Et donc, voilà, quoi, toute cette industrie, ben, ça dénature la beauté de ces villages. Et ça les dénature, mais pas que, quoi. Ça les défigure complètement, quoi. Et sans compter les feux de forêt, quoi. Voilà, on est face à tout ça, à ces différentes pollutions, parce que tout le monde, quelque part, y contribue. Alors après, il y a des actions qui sont menées, hein, de ramassage des déchets. Moi, j'y participe pas à ça, parce que moi, je considère que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Donc, ils n'ont qu'à le faire. On a une responsabilité aujourd'hui qui est collective, pas simplement par rapport à l'État, hein. Moi, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais moi, intervenir dans votre journal, je suis d'accord, mais quelle légitimité j'ai? Comment? Quelle légitimité? Mais on est tous les habitants de la Terre. On est tous les habitants de la Terre. Donc, la Terre, c'est pas, il n'y a pas un endroit qui est mieux qu'un autre, parce que si on n'arrête pas la pollution ici, ça va se propager ailleurs. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé avec le nuage de Tchernobyl, hein. On a été concerné au premier chef ici en France, donc on ne peut pas dire que c'est pas important et qu'on n'est pas légitime. Et vous verrez, quand on va vous envoyer le journal terminé, les personnes qui interviennent, on ne les connaît pas. Quasiment toutes les personnes qui interviennent, on ne se connaît pas. Mais on a tous un intérêt commun, c'est la préservation de la nature, de notre environnement. Oui, bah, je rebondis justement sur ces actions que vous mettez en place. Donc, vous, ça ne vous intéresse pas forcément de ramasser les déchets. Et puis d'ailleurs, il y a d'autres associations qui s'en chargent. Donc finalement, chacun son secteur. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui en termes d'actions, donc des actions de sensibilisation? Est-ce que vous faites d'autres choses? On a fait une revue de presse. Je vais vous donner des chiffres. Le raid de l'étang de Berre est né le 29 août 2019. Ça fait 28 mois qu'on existe. Il y a eu, dans la revue de presse, vous pouvez les vérifier, hein, parce que nous, on ne fait pas de rapport d'activité. Le rapport d'activité, c'est la revue de presse. 50 articles. Et là, je ne parle que de la presse écrite. 50 articles. On a fait évaluer cette revue de presse. Elle a généré 22 millions de lecteurs. On a touché 22 millions de lecteurs. On l'a fait évaluer d'un point de vue financier. Ça équivaut à 55 000 € de valeur publicitaire. On a plus de 4 000 abonnés sur notre page en 28 mois. Donc, on n'a jamais parlé autant de l'étang de Berre que depuis qu'on est là. On est le caillou dans la chaussure. On est le caillou dans la chaussure. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de valoriser l'étang. Bon, d'abord parce que rentrer dans la polémique, c'est pas trop mon truc. Toujours de dire, ouais, l'État ci, l'État là. Non, nous, on fait des choses. C'est de ça, on voit les personnes réagir autour de nous. Mais qu'est-ce qu'on fait au-delà de ces événements sportifs? Là, je viens de signer 2 partenariats. Un avec l'hôpital de Martigues, où j'ai mis en place le projet Anaïs, le Pass Anaïs. On va organiser des événements à l'intérieur de l'hôpital pour les femmes qui sont touchées par le cancer, mais pas que. Ça permettra d'accompagner le personnel soignant à travers des ateliers qu'on va mettre thérapeutiques non médicamenteux. Et en parallèle, là, on a actuellement en formation 4 jeunes de la fac d'Aix qui s'occupent de nos réseaux sociaux. On a reçu en stage 2 étudiantes qui passent un BTS environnement. Moi, j'interviens régulièrement dans les écoles, puisqu'on a organisé un concours d'affiches avec toutes les écoles du pourtour de l'étang sur la thématique de l'étang de Berre. Nous, voilà, l'éducation, c'est la pierre angulaire de la réhabilitation de l'étang de Berre. C'est hyper important, on le néglige, mais pour nous, en tout cas pour moi, l'éducation, c'est la pierre angulaire. Alors, je vais même aller plus loin. La réhabilitation de l'étang de Berre, ce n'est pas que d'arrêter les rejets d'eau douce ou de demander aux sites pétrochimiques d'arrêter de rejeter des fumées toxiques. Autour de l'étang, il y avait plus de 500 pêcheurs. Il y en a moins de 10 aujourd'hui. Se battre pour l'étang de Berre, c'est se battre aussi pour sauver cette corporation, ce métier de pêcheur.
C'est important, quoi, parce que l'étang de Berre, c'est le premier producteur d'anguilles. Vous le saviez, hein, c'est le premier producteur au monde d'anguilles. Donc, c'est quand même, et ça fait travailler des gens, quoi. Donc, du coup, voilà, faut se battre aussi pour ça. Et ensuite, la réhabilitation de l'étang de Berre, ça passe aussi par la sémantique. Il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Très attention. Par exemple, quand les élus nous disent qu'ils font tout ça pour laisser aux futures générations un étang sain. Et moi, je dis que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'adresser aux jeunes. Je pense que plutôt que de leur dire qu'on fait tout ça pour les associer, il faut les associer, quoi. C'est tout, quoi. Il ne faut pas tourner autour du pot, quoi. On les associe, on les met aux manettes, on les met à des postes de décision. Voilà, il faut les associer parce que les générations de demain, elles sont là encore, elles sont là aujourd'hui. Je veux dire, les collégiens, il y en a, des lycéens, il y en a plein, les jeunes qui vont à la fac, il y en a plein. Donc, c'est eux qu'il faut qu'on mette aux manettes. Ça, c'est un peu comme quand vous voyez les élections municipales. Alors ça, je vous invite à le faire, c'est vachement rigolo, hein. Vous allez dans les communes et vous tapez l'adjoint à la jeunesse. Voilà, l'adjoint à la jeunesse. Souvent, il a plus de 50 ans, quoi. C'est bien, quoi. Comment vous voulez que les jeunes ils se retrouvent si vous mettez quelqu'un qui leur ressemble pas, quoi. Donc, à un moment donné, je veux dire, vous savez, on crée les conseils municipaux de jeunes. C'est bien, ça. C'est du folklore, ça. C'est que du folklore, hein. Si vous voulez aller plus loin que ça, il faut mettre un jeune de 18 ans adjoint à la jeunesse. Voilà, un adjoint à la jeunesse. C'est tout, quoi. C'est ça, de prendre ses responsabilités. C'est de mettre en phase ses objectifs avec, enfin, en tout cas, dire ce qu'on pense, mais il faut que ça soit conforme à ce qu'on a envie de faire, quoi. Et là, en l'occurrence, de se dire qu'on va se battre pour les futures générations, ça, c'est une grosse connerie, quoi. Les futures générations, elles sont là. Il suffit de rentrer dans les écoles. Il suffit même, on a 3 députés, de demander aux 3 députés de déposer une proposition de loi, d'inscrire, moi je l'ai fait, hein, j'ai envoyé un courrier à Jean-Michel Blanquer, de demander à Jean-Michel Blanquer d'inscrire dans les manuels scolaires la question de l'étang de Berre. Bon, ici, vous faites le tour, vous allez dans les écoles, vous leur parlez de l'étang de Berre, la moitié des minots, ils ne savent pas si l'étang il est salé, s'il y a des dauphins, ils ne savent pas, quoi. Ils connaissent, on ne connaît pas l'étang de Berre, hein. Celui qui ne s'intéresse pas, il ne sait pas, quoi. On dit que l'étang de Berre, c'est pourri parce qu'il y a les usines. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas que les usines qui polluent l'étang de Berre, c'est surtout la centrale hydroélectrique de Saint-Chamond. Donc voilà, toutes ces questions-là, moi je pense qu'il faut les mettre à plat. Et puis voilà, quoi, la réhabilitation de l'étang de Berre, c'est ça aussi, quoi. C'est la sémantique, c'est l'éducation, c'est défendre les métiers qui sont en voie de disparition. Voilà, c'est tout ça aussi. C'est pas faire que des activités, c'est essayer d'associer les acteurs. Alors justement, pour parler d'association d'acteurs, demain, vous nous avez dit que vous partez pour faire donc une action de sensibilisation, si j'ai bien compris. Ah ben demain, il y a le Tour de la Provence qui commence pendant 4 jours. Première étape, Berre. Deuxième étape, Istres, les Saintes-Maries de la Mer. Troisième étape, Arles, Manosque. Quatrième étape, Manosque, la montagne de Lure. 4 jours où ça va être retranscrit sur la chaîne L'Équipe. 160 coureurs, il y a plus d'une trentaine de nations, ça va être retranscrit dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc, on va se glisser dans le monde entier pour parler de l'étang de Berre et des partenaires, ceux qui nous soutiennent. On a des sponsors privés, comme par exemple les magasins Carrefour. On a des associations, comme vous, qui nous sollicitent. On va faire la promotion de l'étang de Berre pendant ces 4 jours. Voilà. Chaque fois qu'on me tendra un micro, je crierai au loup. Voilà. Et ça, je sais faire, je suis fort à ça. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'étang de Berre en termes de visibilité et du coup de diffusion du message. Ah ouais, là, c'est une dimension. D'ailleurs, quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux quand je suis arrivé au Ventoux, que le patron du Tour de la Provence était venu m'accueillir et qui m'invitait à faire le Tour de la Provence avec les coureurs, et que j'ai sollicité les maires, je leur dire voilà, je vais avoir un véhicule publicitaire, je vais faire une affiche, est-ce que vous voulez être sponsor?
Et ils m'ont tous dit oui, hein. Ils m'ont tous dit oui, hein. Ils m'ont filé le logo. Le logo, je l'ai eu en 3 minutes. J'ai jamais eu de logo si rapidement. J'avais l'impression que c'était moi qui me l'étais envoyé, le logo, tellement ça a été vite, hein. Voilà. Et puis financièrement, ils nous aident à financer cette opération. Mais ils participent à l'événement, financièrement à l'événement, mais pas au fonctionnement de l'association. Et en contrepartie, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ils veulent qu'on rentre dans le JPREB, hein. Moi, je suis sollicité tous les jours pour rentrer au JPREB. Le problème, c'est que rentrer pour faire caution, c'est pas mon truc. Je sais pas faire ça. Je Bah, veux garder ma... vous pouvez rentrer au JPREP pour justement ne pas faire caution et faire pression plutôt. Ouais, mais alors le président du JPREB, je dirais pas c'est un ami, mais oui, presque. Lui, il veut que je rentre pour faire caution, quoi. Je peux pas, quoi. Je peux pas. Je sais pas le faire, ça. Je sais pas le faire, ça. Moi, je suis comme l'abbé Pierre, hein. Même si je suis tout seul, c'est pas grave. J'avance, je continue de marcher. L'important, c'est de me lever le matin et de pouvoir me regarder dans une glace, parce que j'ai des enfants, des petits-enfants. Je veux être en phase avec ça, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour parler un petit peu des actions juridiques, des actions en justice, Jean-Philippe, vous nous avez dit que voilà, c'était pas forcément quelque chose qui vous intéressait, vous, mais que c'était déjà arrivé sur le territoire qu'un monsieur fasse un recours en justice contre l'État. Oui. Alors, il y a un pêcheur, oui, un pêcheur qui a fait un recours contre l'État, qui a fait condamner la France, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Un pêcheur qui s'est levé un matin et dire, je vais pas à la pêche, je vais prendre un avocat et je vais condamner la France, quoi. C'est un truc, moi, quand il me l'a raconté, je l'ai pas cru, quoi, hein. Mais c'est vrai. Là, il y a le JPREB qui a fait un recours aussi contre EDF. Eux, c'est contre EDF. Et nous, bon, c'est le scoop de la journée. On a un avocat au sein de l'association que vous allez voir, elle est dans le journal avec vous. Et elle est en train de réfléchir, faire un recours. Parce que pour faire un recours, il faut qu'on modifie d'abord les statuts de notre association. Voilà, parce que c'est un peu compliqué, ça. On pourrait faire un recours et l'État rendre caduque ce recours parce que légalement, on ne peut pas le faire. Donc, on est en train de modifier les statuts pour pouvoir faire un recours. Oui, parce que le recours, ça reste quand même, ça reste une possibilité, quoi. Ça reste un levier d'action extrêmement puissant qui peut contraindre n'importe qui, absolument. Alors, En- est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce recours que vous préparez ou c'est encore Alors, ouais, secret? non, on peut en parler, hein. Le recours, d'abord, déjà, dans un premier temps, c'est de modifier les statuts pour qu'on puisse se présenter devant la justice et dire, voilà, nous, on n'accepte plus ce qui se passe autour de l'État. Donc, voilà, quoi. On est en train de voir si on interpelle directement l'État, la justice française ou la Cour européenne. Voilà, c'est parce qu'en réalité, le pêcheur, il est passé par la Cour européenne qui a fait condamner la France. C'est la Cour européenne de justice qui a fait condamner la France pour négligence en leur disant, attendez, c'est inscrit dans votre constitution, tout citoyen a droit à un environnement sain. Or, là-bas, ils sont en train de crever à cause de vous. Et puis, EDF déverse de l'eau douce. Vous pouvez avoir faire un recours, hein, contre EDF, puisque je crois que l'État est engagé à 51%, à hauteur de 52%. Donc, vous imaginez que s'ils passent un coup de fil, Macron, ils arrêtent leur connerie, quoi. Bon, après, il y a des enjeux économiques qui nous dépassent, quoi. Et ça, il n'y a personne qui nous le dira euh, dans une interview. Mais moi, on me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit. En off, d'ailleurs, on a commencé par ça, hein. Jean-Philippe, je vais te dire un truc. En off, donc en off, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas me le dire, mais qu'on ne peut pas le répéter. Voilà, en clair, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux économiques qui nous dépassent, quoi. Voilà. Et bien, c'est grave. C'est juste grave. Parce que moi, je dis que les gens qui habitent au Nicaragua, ceux qui habitent en Suède, on habite tous dans la même maison, quoi. On a le même jardin. On a le même jardin. Voilà. Et que si on ne fait pas attention, ben, un jour, ça va nous péter dans la gueule, tout ça, quoi.
Voilà. On le voit avec les feux de forêt hein, qu'il y a dans le monde entier. On le voit avec les inondations qu'il y a partout hein, dans le monde. Quoi. Ça ne les fait pas réfléchir. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste par rapport à ça. Je suis quand même assez inquiet. Je me dis que si il n'y a pas plus de gens comme nous qui se mobilisent, on court à la catastrophe. Et on ne sait pas tout. Hein. On ne sait pas tout. Alors, Jean-Philippe, quels sont vos objectifs 2022 pour le RAID? Alors, déjà, le premier objectif, c'est celui de demain. Hein. C'est, vous imaginez, on crée une association qui crée de l'événement. Pour moi, je m'occupe de la partie sportive. Je suis invité à participer autour de la Provence, où il y aura Julien Alaphilippe, le double champion du monde de cyclisme, avec une super vitrine en termes de com. Ça, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, on va essayer d'optimiser ça au maximum. Ensuite, au mois de mars, retenir le 8 mars, parce que le 8 mars, ça va être le lancement de notre projet, le Pass Anaïs. On va distribuer des roses devant l'hôpital de Martigues pour le personnel soignant, pour les patientes aussi. Pas seulement celles qui sont touchées par le cancer, mais toutes les femmes qui sont hospitalisées. Et ça va être le point de départ du Pass Anaïs. Donc, c'est de créer de la connexion avec l'hôpital de Martigues. En même temps, où on va mettre en place des ateliers thérapeutiques, on va pouvoir organiser aussi des conférences sur les questions de santé publique, quoi. Ça va nous permettre de faire passer des messages. Ça, c'est pour le mois de mars. Au mois d'avril, on a une conférence sur la thématique City Green dans un collège pour Tour de l'Étang, Saint-Chamas, c'est le collège de Saint-Chamas, en partenariat avec une start-up qui vient de Paris, de la station F. Voilà, donc on va essayer de réfléchir à une ville de demain. On va essayer d'imaginer avec les collégiens à une ville de demain. Pour le mois de mai, on a une personne autour de nous qui écrit des livres, qui est en train de raconter l'histoire du raid de l'étang de Berre. Donc, on va faire un livre. Ça aussi, Soraya, elle s'appelle Emma. Elle s'appelle Emma et elle est sur notre page la Facebook. Elle est en train de nous raconter. Ça va être une bande dessinée, comme une histoire. C'est un papy qui raconte à sa petite fille l'histoire de l'étang de Berre. Alors, je reviendrai au mois de mai. Au mois de juin, on va faire le labo citoyen. Donc, on a un minibus qui va circuler sur les plages, mais pour faire des interviews directement sur la plage. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la qualité de l'eau? On va faire, ça va être du frontal, quoi. Mais au moins, on aura un retour de suite, quoi. Pas besoin de faire des expertises avec des techniciens qui sortent de je ne sais pas où. Pour revenir au mois de mai, on voudrait finir, enfin en tout cas avant l'été, par une épreuve sportive. Puisque là, le dernier événement de 2021, ouais, c'était les 24 heures de l'esport. Là, au mois de mai, on voudrait adresser un courrier à Madame la ministre et lui remettre en main propre. Donc, du coup, on envisage de partir de Salon de Provence devant la permanence d'un député de La République En Marche, qui est le président de la mission d'information parlementaire. C'est pour ça qu'on a choisi celui-là, hein, pour qu'il nous ouvre les portes de l'Assemblée et qu'il nous organise un rendez-vous avec la ministre de la Transition écologique, parce que je vais monter à Paris en vélo. Je vais faire un mini Tour de France, 7 étapes, pour aller jusqu'à Paris, pour remettre ce courrier à la ministre, quoi. Voilà, donc de beaux projets en perspective. Alors là, oui, 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 franchement, bravo pour ce planning que vous avez, Jean-Philippe, parce que là, pour 2022, mais vous avez beaucoup de projets, de très beaux projets. Pour l'histoire de l'étang de Berre en BD, c'est quelque chose qui a déjà été fait en Bretagne, qui a très, très bien marché. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle de pouvoir raconter, en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire, l'histoire de l'étang de Berre, etc. Donc voilà, ça nous faisait écho, Soraya et moi, cette création de BD, c'est vraiment très intéressant. Et puis aller porter une lettre à la ministre en passant par un mini tour de France, ça c'est franchement chapeau, c'est vraiment incroyable. Bravo à vous. Et puis, alors, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on va y aller à Paris. Les étapes, ça va être de permanence parlementaire à permanence parlementaire. Hein. Donc, Oui, on va essayer de les mouiller jusqu'à Paris, quoi. Alors, on c'est le fait bien. au mois de mai. On le fait au mois de mai. Pourquoi? Il y a une raison aussi. Hein. C'est parce que l'élection présidentielle sera déjà passée.
et Oui, qu'on va rentrer dans la période de l'élection législative. Donc, comme les absolument. députés veulent garder leur écharpe, je pense qu'ils vont se mouiller dans cette affaire. Donc voilà, on joue un peu sur la corde sensible. Si on fait ça après les élections, ils seront tous en vacances. Hein. Ils ne seront pas sur le vélo, mais ils ne seront pas loin du vélo, quoi. C'est bien. Franchement, j'espère qu'il y aura beaucoup de retombées parce que le symbole est extrêmement fort. Merci. Justement, on parle de partenaires. Alors, le RAID a des partenaires, je suppose, peut-être depuis 2019 ou des nouveaux partenaires cette année? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on crée un événement, on sollicite des partenaires. Alors, des partenaires, on a ce qu'on appelle les partenaires institutionnels, les 10 maires du pourtour de l'étang, le JPREB, qui est le regroupement de c'est une association de regroupement de ces 10 maires. Donc, c'est des gens avec qui on travaille, le conseil départemental, la région, voilà, la préfecture. Donc, c'est des partenaires institutionnels. Hein. Nous, on travaille avec eux. Moi, je me caractérise comme un légitimiste. Les maires, ils ont été élus au suffrage universel, donc je reconnais leur légitimité. Donc du coup, je travaille avec eux, quoi. Je travaille avec eux. Après, on a des partenaires privés. Donc, c'est ce qu'on appelle des sponsors. Hein. Là, on a des entreprises qui soutiennent notre démarche du Tour de la Provence. On a des associations aussi qui nous aident quand on les sollicite. Donc, sur des sujets, on travaille avec d'autres associations. Et on a un mécène. On a un mécène qui est une boîte de com. Vous regarderez la première page du journal. En bas, il y a le logo sage comme cette image. Voilà, lui, il ne nous donne pas d'argent, mais tous les mois, il met à notre disposition l'infographiste qui nous fait la maquette du journal et il nous l'imprime. Il nous imprime le journal en papier. Et donc, du coup, voilà. Donc, ouais, ça, c'est tous les partenaires qu'on a et qu'on associe à chaque fois qu'on crée un événement. Chaque fois qu'on sollicite, en tout cas, les collectivités, ils répondent toutes favorablement, hein, parce qu'ils ont compris que ce qu'on était en train de faire, ça marchait plutôt bien. On va pas se faire je suis pas là pour me faire des compliments, mais par exemple, en termes de com, on nous fait beaucoup de compliments, on passe souvent dans la presse, on sait faire, quoi. Ça, on sait faire. On a un réseau de journalistes, on n'en a pas parlé, mais on a un réseau de journalistes considérable. Quand j'ai fait les 24 heures, il y a BFM TV qui est venu. Voilà. Et donc, le journal, régulièrement, on fait intervenir les maires aussi à l'intérieur. On leur donne un temps de parole. Et puis, on rentre dans les écoles. Ça, c'est magique. Et puis, on a une vision un peu moderne. Tout à l'heure, on parlait des adjoints à la jeunesse. C'est important. On parlait de la sémantique. C'est important. Je vais vous raconter une autre anecdote. La plus grosse association qui existe depuis des années, qui, tous les ans, ils font ce qu'on appelle la fête de l'étang. Et récemment, il y a le maire de Saint-Chamond qui me dit c'est bizarre, à chaque fois qu'on fait des événements, il n'y a jamais de jeunes, il n'y a jamais d'enfants, sauf les enfants des parents, quoi. Je dis, mais attendez, vous faites un événement, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils montent sur un bateau, symbolique, hein, et ils vont jeter une gerbe devant la centrale hydroélectrique de Saint-Chamond. J'ai dit, mais la gerbe, ça représente la mort, c'est le symbole de la mort, la gerbe. Comment vous voulez mobiliser des jeunes quand vous balancez une gerbe, quoi? C'est pas très dynamique. Et nous, on leur a proposé autre chose et on l'a fait. On a planté un arbre. Et d'ailleurs, c'est un arboriculteur du pourtour de l'étang qui nous a offert un arbre. Il nous a offert un ginkgo biloba. Cet arbre, le ginkgo biloba, ça aussi, Soraya, c'est sur la page du RAID. Le ginkgo biloba, c'est le seul arbre qui a résisté au bombardement d'Hiroshima. Et les Japonais l'appellent l'arbre de l'espoir. Donc, du coup, nous, on a planté un arbre, le ginkgo biloba, et on l'a appelé l'arbre de l'espérance pour la réhabilitation de l'étang de Berre. Et pour le planter, on a associé les écoles de la ville où on l'a planté. Voilà. Donc, du coup, c'est pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on essaye de réfléchir autrement, quoi. Vous voulez mobiliser les jeunes, il faut leur parler de quelque chose d'un sujet qui va les intéresser, quoi. L'arbre, c'est la vie, l'arbre, c'est la nature, et en plus, vous leur dites que vous allez planter cet arbre, vous leur faites un peu d'histoire, quoi. C'est le ginkgo biloba, c'est l'arbre le seul arbre qui a résisté au bombardement d'Hiroshima. Voilà, on fait aussi un peu d'histoire, plutôt que de les amener sur un bateau pour jeter une gerbe, pour leur dire, ouais, l'étang de Berre, il est mort, quoi. C'est une drôle de façon de mobiliser la jeunesse, quoi. Enfin, à mon sens, hein.
Après, ça reste que mon point de vue. Et alors justement, pour mobiliser la jeunesse, pour donner envie aux personnes de s'engager, que ce soit avec le RAID ou d'autres associations, de s'engager pour les temps de Berre, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous le pouvoir entre nos mains et on a le. Moi, je dis souvent, quand les gens me disent je ne vais pas voter, je leur dis tu sais, la carte d'électeur, ça te permet de faire et de défaire des majorités. Mais là, c'est pareil. Les jeunes, ils ont chacun, à son niveau, il a le pouvoir de faire ou de défaire. Donc, l'engagement citoyen, c'est hyper important. Plus on est à s'engager, plus on a de chances de changer les choses, quoi. Voilà. Mais après, c'est clair qu'il faut leur montrer l'exemple, quoi. Voilà. Faut que les adultes, je crois que c'est Martin Gray qui disait, la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est se montrer devant lui un exemple. Voilà. Donc, faut qu'on montre l'exemple, quoi. Voilà. Il faut l'environnement, la préservation de la nature, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, c'est leur expliquer que c'est notre maison et que si on ne fait pas attention, elle va nous péter dans la gueule, quoi. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai envie d'adresser à toute cette jeunesse qui est plutôt intelligente malgré ce que certains hommes politiques disent d'eux, de cette jeunesse, parce qu'on essaie de faire ressortir toujours le côté négatif. Et d'ailleurs, je ferai une aparté, hein. On parle toujours de Marseille, les quartiers nord de Marseille. Mais les quartiers nord de Marseille, ils ont qu'à aller y vivre, les hommes politiques là-bas. Vous allez dans ces quartiers, il y a plus de services publics. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'il faut commencer à changer les choses, c'est de réinvestir ces quartiers en mettant des moyens techniques, hein, les services publics aussi. Voilà. Et de permettre à cette jeunesse de s'impliquer en leur proposant des alternatives, quoi. Voilà, plutôt que des contrats. Parce que là, on parle toujours des jeunes qui sont déscolarisés. Mais moi, j'en connais plein, hein, des jeunes qui ont bac plus 4, bac plus 5 et qui pointent au chômage. J'en connais plein. Hein. Donc, ou des gens qui ont bac plus 4, bac plus 5 et qui sont sous-payés. J'en connais plein aussi. Hein. Donc, c'est ça qu'on offre à notre jeunesse. Voilà, moi, ça me déçoit un peu, quoi, ce manque d'ambition. Jean-Philippe, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour votre temps et merci au RAID pour ces actions. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ou à nous dire sur les temps de Berre ou sur vos actions ou même, enfin voilà. Les temps de Berre, c'est quelque chose de beau. C'est un joyau. Moi, je le dis tout le temps. C'est le poumon bleu de la région PACA. Voilà, il faut qu'on se mobilise tous, là, du coup, d'une seule voix pour sauver les temps de Berre. C'est hyper important. Ça ne peut pas se passer autrement. En 2024, il va y avoir les Jeux Olympiques en France. Marseille a été choisi comme ville pour accueillir les activités nautiques, toutes les activités nautiques. Et les maires du pourtour de l'étang candidatent pour accueillir les équipes internationales afin que l'étang de Berre devienne un terrain d'entraînement pour ces équipes-là. Donc, il faut qu'on profite aussi de ce grand événement international pour que l'État puisse se mobiliser et améliorer la situation de l'étang de Berre. Voilà. Merci à vous. Super. À bientôt. À bientôt et merci beaucoup, Jean-Philippe. Retrouvez toutes les informations relatives à l'association Le RAID de l'étang de Berre sur pachagaia.fr, où nous y avons consacré un article, ou bien sur leur site internet et les réseaux sociaux.